Donc après avoir étudié les modes propres d'un oscillateur avec deux masses, on va voir maintenant ce qui se passe pour une chaîne d'oscillateurs. Donc on va établir l'équation de D'Alembert, c'est-à-dire l'équation de propagation des ondes le long d'une chaîne d'atomes. C'est ça le but. Donc ça va commencer par le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'atome numéro n. Donc on suppose qu'on a une chaîne d'atomes comme ça. Donc on va les numéroter par leur position. Donc à l'équilibre, on a xn égale na. Xn plus 1 égale n plus 1 a. Et donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique à l'atome numéro n. Alors, même technique que pour la chaîne à deux masses. On a l'atome numéro n, et donc il faut qu'on se pose la question, quelle est la force exercée par ce ressort sur l'atome numéro n et la force exercée par ce ressort sur l'atome numéro n? Donc on aura moins k, tous les ressorts sont identiques, longueur totale de ce ressort hors équilibre. Donc là, on fait un peu comme le ressort du milieu de tout à l'heure. On prend A, on lui rajoute xn et on lui soustrait xn moins 1. Donc A plus xn moins xn moins 1 moins L0. Donc moins A. Je vous renvoie à ce qu'on a fait tout à l'heure sur les deux masses. Donc ça, c'est pour cette force-là. Alors, ça peut être compressé ou ça peut être étiré. Là, je fais comme si c'était une force de rappel vers la gauche, mais le ressort peut être tout aussi comprimé. Et donc là, maintenant, il faut qu'on regarde la force exercée par ce ressort sur xn, donc même technique, moins k, donc longueur totale de ce ressort, donc c'est petit a, on a gagné xn plus 1, on a perdu xn, donc il y a un décalage dans les indices, donc xn plus 1, moins xn, moins a. On n'oublie pas d'enlever la longueur à vide. Et, attention, on avait dit qu'il fallait multiplier par plus ou moins 1 suivant que le vecteur unitaire dirigé donc de xn plus 1 vers xn, c'était plus ux, mais de xn plus 1 moins xn, c'est moins ux, donc on multiplie par moins 1. Donc voilà comment établir cette équation différentielle. Donc les a vont se simplifier ici. Et donc on va avoir m xn point point plus 2k xn est égal à donc k xn moins 1 plus k xn plus 1. On peut l'écrire comme ça si on veut, ou tout laisser du même côté du signe égal. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par xn et ses voisins. Alors là, vous voyez que si vous avez une chaîne d'atomes avec un très grand nombre d'atomes, le problème, c'est qu'ils sont tous couplés entre eux et que là, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on a fait quand on n'avait que deux masses, mais qu'il va falloir qu'on trouve une autre technique pour résoudre ce problème. Et la technique qu'on va voir, c'est de le faire dans ce qu'on appelle l'approximation des milieux continus. Alors, qu'est-ce que c'est que l'approximation des milieux continus? Alors, l'idée, c'est que on va représenter l'amplitude des oscillations en fonction des xn, c'est-à-dire on va mettre la position ici des atomes. Alors, bien sûr, on est sur une représentation discrète, c'est-à-dire que nous, on a un nombre fini d'atomes. Et donc, l'idée, c'est que nous, on va étudier cette situation quand, finalement, vous voyez, on pourrait imaginer une fonction qui va interpoler, c'est-à-dire qui va passer par la valeur de l'élongation pour tous ces points. Et en fait, ce qu'on va supposer, c'est que
les atomes qui sont les uns à côté des autres vibrent avec des amplitudes qui sont relativement proches. C'est ça qu'on appelle l'approximation des milieux continus. On pourrait le représenter encore à une autre échelle. Donc, et imaginer par exemple que, voilà, en fait, vous voyez, les points sont tellement proches les uns des autres que, voilà, si on représente leurs amplitudes d'oscillation, voilà, on pourrait presque les mettre sur une courbe comme ça, hein, donc en fonction de x à un instant t fixé. Alors, il faut comparer en fait deux distances. Vous voyez ici, vous avez une longueur d'onde, hein, si vous imaginez que c'est quelque chose de sinusoïdal. Là, vous avez la longueur d'onde, et puis vous avez la distance en fait entre deux atomes consécutifs qu'on va appeler petit a. Donc, l'approximation des milieux continus, c'est de supposer, alors ce n'est pas toujours le cas évidemment, hein, mais nous, on va faire ça dans ce cas-là, c'est supposer que lambda est très grand devant petit a. Hein, c'est-à-dire que l'échelle caractéristique de variation de l'amplitude des oscillations suivant x à t fixé est très grande devant la distance petit a entre les atomes. Voilà, si on n'est pas dans cette approximation-là, on ne pourra pas faire ce qu'on va faire maintenant. Et donc l'idée, vous voyez, c'est un peu de considérer qu'il existe une fonction comme ça qui va interpoler, c'est-à-dire qui va passer par tous les points. Alors cette fonction, on pourrait l'appeler grand X. Et donc finalement, xn de t, c'est la valeur de cette fonction qui va dépendre de deux variables, vous voyez, puisque en fait, xn, évidemment, c'est petit na, c'est l'atome numéro n, hein, dans la chaîne. Et donc, on peut dire que la valeur de l'élongation de l'atome numéro n, donc en xn est égal à na, c'est la valeur de cette fonction ici, qui est une fonction continue, donc x donc en na à l'instant t. Alors, on a fait une photo des oscillations à l'instant t. Donc voilà un petit peu la technique. Donc là, ça va devenir un tout petit peu technique parce qu'il va falloir faire un développement de Taylor de cette fonction et réinterpréter cette écriture-là en fonction de la fonction grand X. Mais ce n'est pas si difficile que ça. Alors regardez, que va devenir xn point point? Alors justement, xn point point, c'est l'accélération. Donc là, on a dérivé par rapport au temps. Vous voyez? Donc xn point point, ça va devenir la dérivée partielle de la fonction grand X par rapport au temps. Est-ce que vous avez déjà vu en maths les notations avec les dérivées partielles un petit peu? Hein, donc quand on a une fonction de plusieurs variables, ici il y a deux variables, il y a l'espace et le temps. Du coup, xn point point, ça va devenir la dérivée seconde. Alors, vous voyez, on met des d ronds comme ça. Attention aux notations. Hein. Il ne faut pas mettre de delta comme ça, ni de d droit comme ça, comme avec les différentiels. Hein. Ça s'appelle un d rond. Donc pour que tout le monde le dessine bien, vous le commencez comme ça en bas et vous le continuez vers le haut. Donc xn point point, ça va devenir ça. Et puis, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire des développements de Taylor parce qu'en fait, xn plus 1, c'est la valeur de cette fonction, mais en n plus 1a à l'instant t. Alors, est-ce qu'en dessous, je vous rappelle la formule de Taylor? Quand vous considérez que c'est une fonction de la seule variable x, hein, ça c'est x. Quand vous avez f de x0 plus h, ça c'est environ f de x0 plus h df sur dx en x0 plus h carré sur 2 d2f sur dx2 en x0. Bon, en physique, souvent, on n'écrit pas les petits taux. Alors, regardez un petit peu comment on va transformer cette écriture-là. C'est un développement de Taylor sur une fonction de plusieurs variables. Et ici, donc, on s'intéresse maintenant aux variations spatiales. Alors, regardez, en fait, ce qui va jouer le rôle de f, donc c'est la fonction grand X. Donc, ce qui va jouer le rôle de x0, en fait, c'est xn, c'est-à-dire c'est na. Donc, je vais séparer cette somme en disant que c'est na plus a. Ce qui va jouer le rôle de h, c'est petit a. Et donc, ça, c'est environ égal à la fonction prise en x0, hein, donc mon f de x0, c'est-à-dire x de na et de t, plus, alors la seule différence par rapport à ce qui est en dessous, c'est que comme la fonction est une fonction de deux variables,
je suis obligé d'indiquer quelle est fonction de deux variables et que moi je fais un développement limité par rapport à x en ne mettant pas des dérivées droites, mais en mettant des dérivées partielles. D'accord? Donc, mais c'est la même idée. Et je multiplie par petit h, donc petit h c'est petit a, plus a carré sur 2, je vais le mettre devant, ce sera plus clair, d2x, donc même raisonnement, sur dx2 en na et t. Donc vous voyez, ça c'est un développement limité pour une fonction de deux variables, mais ça fonctionne, il ne faut pas se compliquer la vie, ça fonctionne exactement pareil que le développement limité pour une fonction de une variable. La seule différence, c'est qu'il faut savoir par rapport à laquelle des deux variables, ici il y en a deux, on fait le développement limité. Et la seule précaution à prendre, c'est qu'au lieu d'écrire des dérivées droites, on va écrire des dérivées partielles. Donc on écrit bien des ronds. Ça va pour tout le monde? Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je suis allé à l'ordre 2? Parce que quand on fait un développement limité, on essaye parfois de se limiter à l'ordre 1. C'est vrai, ben c'est parce qu'en fait, on va voir qu'en reportant dans cette écriture-là, il faut aller à l'ordre 2. Alors je vais maintenant écrire, je vais juste changer un signe en faisant le développement limité pour xn-1. Donc xn-1, c'est la valeur de la fonction grand X en x est égal à n-1a en fonction du temps. Donc c'est environ égal à, donc même approximation. Alors voilà, x de na et de t. Alors la seule différence, c'est que là, il y a un moins 1. Donc le h, il ne vaudra pas plus a, mais il vaudra moins a. Donc moins a d rond x sur d rond petit x pris en na à t, plus a carré sur 2 d2 grand x sur dx2 en na fois t. Et donc tout ça, il faut le réinjecter dans l'équation qui est au-dessus. J'ai presque envie de recopier le développement limité en xn plus 1 pour que vous voyez comment ça va se simplifier. Quand on va faire la somme de ces deux termes, c'est bien de les mettre l'un sous l'autre. Comme ça, vous verrez comment ça va se passer. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi on est allé au second ordre. Alors, regardez un petit peu. On a l'équation qui est là-haut. Je vous rappelle que xn, en fait, c'est na. C'est un peu technique. C'est le petit passage technique, là, mais ce n'est pas très difficile. Donc, mxn point, ça va nous donner petit m d2 grand x sur dt2 égale. Alors, plus 2kx. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le 2kx? Ça va nous donner plus 2k xn. X en na, parce que c'est la valeur de la fonction en na. Mais de l'autre côté, regardez, dans mon développement limité, j'ai x ici et x ici. Donc le plus 2k, il va se simplifier avec le terme d'ordre 0 ici du développement limité. Ensuite, quand je vais additionner les deux, les termes d'ordre 1 vont se simplifier. Donc vous voyez que, en fait, on a bien fait d'aller à l'ordre 2 parce que l'ordre 0 se simplifie à cause de ce terme-là. L'ordre 1 se simplifie dans le développement limité, donc du coup, heureusement, on est allé à l'ordre 2. Et donc, il va nous rester, alors il ne reste pas grand monde, il reste deux fois ce terme-là là-bas. Donc, pour qu'on voit voilà, d'où vient la simplification, je l'écris comme ça. Et voilà, vous additionnez en fait les égalités, membre à membre, et ça vous donne ça. Cette équation-là, alors regardez un petit peu, parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse noyer par le côté technique, il faut qu'on puisse sortir la physique de tout ça, et la physique, elle arrive, comme d'habitude, bien souvent, après un certain nombre de calculs, parfois plus ou moins éprouvants. Mais quelle est la physique qui est contenue là-dedans? Si on résume tout ce qu'on a vu, on a une chaîne d'atomes, avec des atomes qui sont très proches les uns des autres. D'accord? Enfin, je dis c'est une chaîne d'atomes, oui, c'est une chaîne d'oscillateurs reliés, on va voir, j'anticipe un peu, on va voir que ça va représenter en fait des plans d'atomes dans des cristaux qui vont vibrer, mais on met qu'un représentant de ces plans d'atomes et on représente ça donc par cette petite masse. On va voir ça tout à l'heure pour représenter la propagation du son dans les solides. Quand vous tapez sur ce tableau, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous faites vibrer les plans d'atomes du tableau comme ça, et c'est comme ça que le son se propage dans les solides. Évidemment, il n'y a pas de ressort, mais c'est pour modéliser l'interaction entre les plans d'atomes, comme on va voir tout à l'heure. Donc, en fait, ce qu'on a montré,
c'est que si on prend cette chaîne d'oscillateurs et qu'on fait une approximation, c'est que la longueur d'onde des oscillations est très grande devant la distance entre deux atomes consécutifs. En fait, ce qui revient à dire que l'état de vibration de deux atomes consécutifs peut être différent, mais relativement proche quand même. On peut remplacer la modélisation discrète, hein, c'est-à-dire discrète, ça veut dire qu'en fait, on avait des numéros entiers pour chacun des atomes. En fait, on est passé à une représentation continue. Ça veut dire qu'on a lissé, en fait, on a vu les oscillations de cette chaîne d'atomes, on les a vues de loin et on a vu qu'on pouvait faire passer une fonction, comme tous les points sont très proches les uns des autres, on peut faire passer une fonction par tous ces points et au lieu donc de représenter individuellement chaque atome, on s'intéresse uniquement à la fonction qui nous donne ces vibrations. Et cette fois-ci, donc, au lieu d'avoir des xn, eh bien, on a une variable continue pour x, hein, vous voyez, qui représente cette fonction. Voilà l'idée physique qui est derrière. Et qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que dans ces conditions-là, la fonction grand X vérifie une équation aux dérivées partielles. Et cette équation, c'est une des équations les plus importantes de l'année. Ça porte un nom, je vais l'écrire d'une manière un peu plus propre. Ça s'appelle l'équation de d'Alembert, ça s'appelle aussi l'équation des ondes. D'accord? Et donc on peut l'écrire comme ça. On va voir que cette équation traduit le fait que des ondes peuvent se propager le long de la chaîne d'atomes. Hein, ça c'est très puissant. Et on va voir aussi d'ailleurs que des ondes stationnaires peuvent exister le long de la chaîne d'atomes, comme les modes propres un peu de tout à l'heure. On verra qu'on a différents types de solutions que vous avez d'ailleurs déjà un petit peu étudié l'année dernière sans parler de cette équation-là, sans le savoir en fait. Vous avez fait de la prose sans le savoir, hein, vous avez fait du d'Alembert sans le savoir l'année dernière, en étudiant la corde de Meld par exemple, mais vous avez déjà parlé des phénomènes de propagation en début d'année. Mais cette année, on reprend le programme de première année, et on va l'approfondir, ça va être très satisfaisant, vous allez voir, vous allez enfin, il y a peut-être plein de trucs, vous allez enfin les comprendre parce que vous aurez tous les outils que vous ne pouviez pas avoir en première année à votre disposition. Donc, ça s'appelle l'équation de d'Alembert. Ou ça s'appelle aussi l'équation des ondes. Alors on va la rencontrer pour la corde vibrante, on va la rencontrer pour les ondes électromagnétiques, on va la rencontrer pour l'acoustique dans les fluides, voilà, on va la rencontrer dans plein de domaines, donc à chaque fois elle subira à peu près le même traitement. Donc c'est une équation aux dérivées partielles, alors c'est peut-être ça qui est nouveau, c'est une équation différentielle, et vous voyez qu'elle fait intervenir la dérivée seconde de x par rapport au temps, la dérivée seconde de x par rapport à petit x qui est la position. Alors, il y a un truc important à voir, c'est que déjà, on va faire de l'analyse dimensionnelle pour identifier la vitesse de propagation des ondes. Alors pour l'instant, c'est un peu du bluff que de dire qu'on va trouver la vitesse de propagation des ondes. Ça va être que de l'analyse dimensionnelle. Quelle est la dimension de ce truc-là? Vous l'avez fait ça l'an dernier? Vous avez vu l'équation de d'Alembert? On vous l'a donnée? Non. Alors, réfléchissons. On va le faire par analyse dimensionnelle. Il y a deux types de façons de trouver la dimension de ce truc-là. Il y en a une bonne et une mauvaise. On va commencer par la mauvaise, mais qui est souvent le réflexe qu'on a quand, voilà. Quel est le réflexe? Ah ben, si on veut la dimension de ça, il faut que j'aille chercher la dimension de K, la dimension de A et la dimension de M. C'est le premier réflexe qu'on a. On pourrait, K c'est en newton par mètre parce que c'est une raideur, A machin, on pourrait le faire. Mais ce n'est pas la bonne façon. La bonne façon, voilà, c'est de faire de l'analyse dimensionnelle sur l'équation différentielle. Je vois que vous opinez de la tête, donc vous êtes habitués. Alors c'est super. Donc, quelle est la dimension de d2x sur dt2? Et regardez, le 2, il n'est pas mis au même endroit en haut et en bas. Ce n'est pas innocent, ne faites pas n'importe quoi. Le 2, là, il est mis au-dessus du d rond. Le 2, là, il est mis au-dessus du t. Ça, d'un point de vue des dimensions, ça aide bien. Parce que la dimension de d2x sur dt2, c'est comme une accélération. C'est quoi? C'est la dimension de x divisée par un temps au carré.
la dimension d2x sur dx2. Je fais exprès de ne pas dire ce que c'est que la dimension de x. Bien sûr, je pourrais dire que c'est une longueur. Mais vous savez pourquoi je ne le dis pas? C'est parce qu'en fait, quelle que soit la dimension de x, on pourra faire la même analyse. Ce sera indépendant finalement de la dimension qu'on met là, parce que ces dimensions-là, elles vont se simplifier. Voyez? Donc, ça, ce sera la dimension de grand X divisée par une distance au carré. Mais comment la dimension de x sur un temps au carré peut se soustraire à la dimension de x sur une distance au carré? Ben, il faut compenser les dimensions avec ce terme-là. Donc, comment je peux compenser les dimensions, en quelque sorte? J'écris une équation en dimensions. La puissance de l'analyse dimensionnelle est là. Alors, comment ça va faire, ça? Ben comment je fais? Ben, comme je n'ai pas de x carré ici, ben, faut que je le compense. Donc, il faut qu'il soit au numérateur et donc au dénominateur. Ah, je n'ai pas le temps au carré, donc il faut que je le mette. Voyez? Donc là, j'ai fait que de l'analyse dimensionnelle sur l'équation différentielle. Donc, vous y penserez? Hein, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Pourquoi c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement? Parce que dans tous les autres domaines de la physique que j'ai cités, la variable grand X aura une autre dimension. Ça pourrait être un courant, une tension, un champ électrique, un champ magnétique, une pression, une vitesse. Et la constante qui sera là, elle sera faite avec d'autres ingrédients. Mais justement, je n'aurai pas à me préoccuper de savoir quelle est la dimension de x, parce que ça se simplifie dans l'équation de dimension. Je n'aurai pas à me préoccuper des ingrédients qui sont là-dedans. Vous voyez, j'aurais simplement et je pourrais faire ça. Donc, je raisonnerai de la même manière pour toutes les équations de D'Alembert que je vais rencontrer. Et donc, je peux dire que ça, c'est la dimension d'une célérité au carré, hein, puisque c'est une vitesse au carré, une distance au carré sur un temps au carré. Et donc, ça me fait que c, c'est racine de ka carré sur m. Alors, bien sûr, j'aurais pu retrouver ça, évidemment, hein, en allant chercher la dimension de k, de a et de m, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, évidemment, la physique, elle va arriver quand on va étudier les solutions de cette équation. Vous les avez déjà vues l'année dernière, hein, mais on va en refaire des paragraphes entiers pour étudier les solutions. Ça va être les OPP et les OPPH, hein, les ondes planes progressives, les ondes planes progressives harmoniques, qui sont des cas particuliers. Et puis après, on va voir les ondes stationnaires aussi, parce qu'on peut avoir des ondes stationnaires, solution de ça. Hein, ça, vous allez enfin le comprendre parce que vous aurez les outils mathématiques. Et ça, c'est un peu frustrant en première année, vous n'avez pas ça, évidemment. Donc voilà la forme standardisée, on va dire, de l'équation de D'Alembert. Alors, comment on peut la réécrire, la forme standardisée de l'équation de D'Alembert? Il y a plusieurs manières de l'écrire. Des fois, on commence plutôt par d2x sur dx2, et le moins, on le met après. Vous voyez, alors ça revient à faire quoi? Enfin, vous voyez, on la transforme un peu, mais c'est la même chose. Donc, moins 1 sur c carré d2x, ça c'est la forme la plus standard. Hein, d2x sur dx2, moins 1 sur c carré, et là vous voyez bien l'analyse dimensionnelle. C carré, la vitesse au carré, donc une distance au carré divisée par un temps au carré, ça compense bien les variables qui sont là. Vous voyez que ça crève un peu les yeux. Vous ne pouvez pas trop vous tromper.